Merci Stéphanie. Bonjour tout le monde. Ça fait drôle de dire bonjour tout le monde puis de voir personne. J'ai j'ai hâte de vous revoir physiquement puis de sentir l'énergie de la salle puis l'énergie des gens. Là, j'ai aucune idée, on est combien. Je vois rien de ça avec ma présentation puis dans le mode webinaire comme ça. Mais ça me fait plaisir d'avoir été invité puis de venir vous présenter aujourd'hui les résultats des 3 premières années de notre projet de vitrine de régie à moindre risque dans la fraise d'automne. J'en profiterai pour remercier tout de suite. Vous voyez à l'écran, là, c'est moi qui fais la présentation aujourd'hui, mais je veux remercier l'implication des membres, de certains membres de mon équipe, de toute l'équipe, mais de certains en particulier, comme Roxane Pusnel, qui est professionnelle de recherche chez nous et qui agit comme superviseur du projet de vitrine et la participation aussi de Julien Brière, qui est agronome chez nous, chez Ciel, et qui s'implique beaucoup dans tout le suivi là, des projets de vitrine chez nous. Donc, en commençant, ben, vous voyez sur la page titre, j'aimerais ça attirer votre attention sur un petit quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran ou si vous allez devoir vous coller le nez un petit peu à votre écran. Je ne sais pas si vous voyez ici une petite zone, des petits piquets que j'indique avec ma flèche. Là, il y a des petits tapes rouges qui délimitent une petite zone d'évaluation de récolte. Je ne fais pas un concours, là, il n'y a rien à gagner avec ça, mais ça va avoir une certaine importance dans certaines choses que je vais vous parler un petit peu plus tard. La conférence devrait durer autour de 45 minutes à peu près. Comme Stéphanie vous l'a dit, on vous invite à poser des questions après. Puis j'inviterai aussi je sais qu'aujourd'hui, avec nous, on a sûrement nos producteurs chez qui on fait ces projets-là, leurs équipes, les conseillers aussi qui les accompagnent dans le projet. J'aimerais ça les inviter à nous faire des commentaires quand je vais avoir terminé, puis venez corroborer des informations que je vais vous donner. C'est toujours intéressant, je pense, d'entendre les gens qui ont le projet entre les mains directement sur le terrain. Donc, on va y aller avec une mise en contexte pour commencer, parce que depuis un an, on est chacun chez nous, on est chacun dans nos petits bureaux, comme vous me voyez aujourd'hui, dans un petit bureau à la maison, tout seul, sans contact avec vous, direct. Depuis un an, donc, on parle beaucoup du virus, on parle beaucoup de vaccins, mais si on se reporte avant la pandémie, puis qu'on se replace dans le contexte, on sortait d'une période où on avait eu une commission sur l'utilisation des pesticides. On avait des palmarès qui continuaient d'être publiés sur les résidus, sur les fruits et légumes. Et puis la fraise faisait toujours un petit peu mal figure. Mauvaise figure. Donc, c'était une situation préoccupante. La population, il y avait beaucoup de reportages aussi qu'on voyait régulièrement à la télévision qui nous parlaient de l'utilisation des pesticides en agriculture. Donc, la population, il faut constater qu'elle est de plus en plus préoccupée par l'utilisation puis l'impact des pesticides sur la santé et sur l'environnement. On est dans un contexte de changement climatique aussi qui entraîne une pression à la hausse sur beaucoup d'insectes, sur beaucoup de maladies. Et puis ça, bien évidemment, ça nous amène aussi une pression à la hausse sur l'utilisation des pesticides. L'utilisation des pesticides en agriculture, bien, ça nous amène une problématique aussi de contamination de l'eau puis de l'environnement, qui est très préoccupante. La fraise d'automne bien, est identifiée évidemment comme une culture qui nécessite plusieurs interventions pesticides par saison. Donc, c'est ce qui a motivé le ministère à faire un appel de projet, entre autres dans la fraise d'automne, pour faire des vitrines de régie à moindre risque. Il y avait un constat aussi qui était sur le fait que l'adoption des techniques de gestion intégrée des ennemis des cultures, c'est plutôt lent dans tous nos secteurs en agriculture. Donc, c'est ce qui a motivé l'appel de projet. C'est Ciel qui a obtenu le projet et qui assume la coordination puis le pilotage de la réalisation de ce projet-là. Donc, le but
du projet, le but général du projet, c'est de faire connaître aux entreprises qui cultivent la fraise d'automne des techniques de gestion intégrée des ennemis des cultures qui permettent de réduire les risques associés à l'utilisation des pesticides. Les grands objectifs, c'est de démontrer qu'il est possible de réduire l'utilisation de pesticides à risque élevé, sensibiliser les producteurs, les conseillers, les intervenants et favoriser l'adoption des techniques de gestion intégrée des ennemis des cultures dans le secteur de la fraise d'automne. Donc, au départ, les régions qui étaient ciblées par le projet il y en avait 3. C'était les Laurentides, la capitale nationale, et Chaudière-Appalaches. Puis en 2020, à la 3e année, on a rajouté une 4e région, qui est la Mauricie. Les problématiques qui avaient été identifiées, qui avaient été ciblées au départ, pour les maladies, c'était le blanc, la moisissure grise et l'anthracnose. Et du côté des insectes, la drosophile, la punaise terne et la tétranique. On a évidemment débordé ce mandat-là et on suit tous les insectes, toutes les maladies tout au long de la saison. Donc, comment on fait ça, des vitrines de régie à moindre risque? Bien, l'élément numéro 1, c'est l'accompagnement des producteurs et des conseillers. L'accompagnement avec un centre de recherche comme Ciel, en coordination avec aussi les conseillers du MAPAC, les gens du MAPAC au central, les gens du MAPAC dans chacune des régions qui participent au projet, en équipe avec le producteur, avec les conseillers de clubs qui accompagnent aussi le producteur dans le travail. Donc, c'est vraiment un projet qui se fait en accompagnement serré. C'est en développant aussi des réflexions sur les approches de gestion intégrée des ennemis des cultures qui sont à adopter, en considérant aussi les alternatives aux pesticides, quand il y a des alternatives aux pesticides, puis en considérant les indices de risque associés à l'utilisation des pesticides. Comment on fait ça, considérer les indices de risque? Bien, au Québec, depuis plus qu'une dizaine d'années, ça doit faire bientôt 15 ans là, à peu près, on a un outil qui s'appelle l'IRPEC. L'IRPEC, c'est l'indicateur de risque des pesticides du Québec. C'est un outil d'aide à la décision pour la gestion des pesticides. Ça nous permet, avec l'IRPEC, de pouvoir considérer toutes sortes de risques associés à l'utilisation des pesticides. Ça a permis de monter un paquet de formules qui nous permet de calculer des indices. Donc, on a un indice de risque pour la santé, qui est l'IRS, qui, lui, prend en compte les données scientifiques de toxicité aiguë et de toxicité chronique. Quand on parle de toxicité aiguë, là, on parle de dose létale. On parle d'irritation de la peau, irritation des yeux, des choses comme ça. Quand on parle de toxicité chronique, là, on parle plus de développement de cancer, d'effets endocriniens, d'effets sur le système reproducteur ou de développement. On calcule aussi l'indice de risque pour l'environnement. L'indice de risque pour l'environnement, l'IRE, lui, il prend en compte le potentiel écotoxicologique du produit. Donc, tous les impacts sur les invertébrés, les oiseaux, les organismes aquatiques, la mobilité du produit, sa persistance, donc le devenir puis son comportement dans l'environnement. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir un outil pour faciliter le choix des pesticides qui sont les moins à risque pour la santé et pour l'environnement. Donc, pour chacun des produits, le calcul de risque, il va varier. Il va varier en fonction de la dose, en fonction du mode d'application et en fonction du niveau d'exposition de l'utilisateur. Ces calculs-là nous permettent donc de mettre un chiffre sur les risques associés aux différents produits, puis ça nous permet de comparer les produits entre eux aussi. L'outil de référence pour être capable de connaître ces choses-là quand on veut regarder les indices de risque associés aux produits qu'on utilise de façon courante, c'est Sage Pesticides. Sur Sage Pesticides, vous allez trouver une section qui est dédiée aux indices de risque, qui vous permet d'entrer la culture, le produit que vous voulez utiliser, la dose, le mode d'application, et puis le site, le logiciel va vous calculer, va vous sortir les indices de risque pour la santé et les indices de risque pour l'environnement. Présentement, avec les produits qui sont homologués au Canada et qui sont répertoriés dans Sage,
l'IRS, il va de 1 à 2420. Puis l'IRE, il va de 1 à 961. Contrairement à ce que certaines personnes véhiculent souvent, ce n'est pas une échelle. Donc, ce n'est pas une échelle. L'échelle de risque pour la santé ne va pas de 1 à 2400. C'est que le produit qui a le plus d'unités de risque présentement, il y a un niveau de risque de 2420. Puis celui qui a le plus élevé au côté environnement, c'est 961. Donc, du moment que ce produit-là débarque du marché, ben, le maximum ne sera plus 2420. Si on donne un exemple, le Lorox a un indice de risque pour la santé de 1475. Puis il y a un indice de risque pour l'environnement de 271. Quand on regarde le Belief, qu'on connaît bien dans le secteur de la fraise, bien, le Belief, lui, a un IRS de 10 puis un IRE de 5. Donc, on voit déjà qu'il y a en termes de comparaison et d'unité de risque, il y a un monde entre les produits. Et c'est pas rare de trouver des produits qui, des fois, ont un indice plus élevé que l'autre et qui nous permettent de faire des gains dans un sens ou dans un autre. Donc, quelle démarche on a adoptée dans nos vitrines de régie à moindre risque? Bien, c'est de comparer la régie à moindre risque avec la régie habituelle du producteur. L'idée générale, ça a été de mettre le processus entre les mains du producteur. Il n'était pas question de faire un projet en centre de recherche par nos équipes de recherche. Il fallait que cette démonstration-là se fasse sur le terrain, qu'elle se fasse dans des conditions réelles de production, que le processus soit entre les mains du producteur et de ses conseillers, de façon à avoir vraiment des résultats qui sont dans le vrai monde, si on pourrait dire. On voulait aussi, ce qui était important qu'on trouvait, c'était de conserver la démarche simple et accessible aussi pour tout le monde. Là, on a quelqu'un qui a son micro ouvert puis qui nous fait du feedback, qui nous fait un peu de son, s'il vous plaît. Si ça pouvait être fermé, je pense que ça aiderait le son de tout le monde. Merci. Donc, je disais que c'était important aussi, si on veut aller chercher l'adhésion du plus grand nombre possible de producteurs, c'est de conserver la démarche simple et accessible. Puis, il faut faire la démonstration qu'il est possible de produire en quantité et en qualité, tout en adoptant une régie à moindre risque, de façon à sensibiliser l'ensemble du secteur à l'utilisation de stratégies qui vont nous permettre de réduire les risques associés à l'utilisation des pesticides. J'ai choisi de vous montrer dans la démarche un schéma qui est un schéma de la GIEC, de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Pas parce que je veux qu'on aille en détail là-dedans, je vais passer juste quelques secondes dessus. Il y a un paquet de choses là-dedans, il y a beaucoup d'étapes, de connaissances, de prévention, de suivi, d'intervention, d'évaluation. Juste pour vous dire que quand on veut aller vers une régie à moindre risque, on n'est pas obligé de tout faire ça d'un coup et d'aller vers tout ça en même temps. Ce n'est pas du tout ou rien. Nous, dans le projet, on a décidé qu'on n'allait pas mettre en place nécessairement tout ça, mais qu'on ferait un peu de tout. Donc, la démarche qu'on a adoptée, comme je disais tantôt, c'est de comparer la régie à moindre risque avec la régie habituelle du producteur. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un champ, on le divise en deux parties. Une partie selon la régie habituelle du producteur et une partie en régie à moindre risque. On établit après ça en discussion des stratégies d'intervention en consensus avec le producteur et avec ses conseillers, de façon à décider déjà d'un plan de match avant le début de la saison pour voir les interventions qui vont être mises en place et comment on va s'y prendre. Puis, c'est important de retenir le mot consensus parce qu'il n'était pas question d'obliger les producteurs à faire quelque chose avec lesquels ils n'étaient pas confortables ou dans lesquels il n'y avait pas confiance. Donc, on a établi aussi des stratégies d'accompagnement qui étaient appropriées de façon à pouvoir fournir toute l'assistance au niveau du dépistage, au niveau aussi de discussion dans le choix des produits au fil des semaines pendant la saison.
Donc, on compile aussi tous les résultats donc, de dépistage, on compile toutes les interventions, on compile, on fait l'évaluation des rendements, la qualité des fruits, on compile, on analyse toutes les données économiques, on fait à la fin un bilan des résultats et un bilan de la réduction des IRS et des IRE. J'ai mis une note en bas parce que je ne voulais pas oublier de dire que le projet, c'est pas un projet qui vise à faire de la recherche ou à faire des essais. C'est un projet qui vise à utiliser des approches qui sont déjà démontrées efficaces. Donc, on n'est pas en compétition avec le cycle du soleil pour faire des acrobaties. J'ai mentionné tantôt qu'on voulait garder les choses simples et accessibles. Donc, à partir de choses simples, on peut arriver à avoir des résultats intéressants. Donc, les approches qu'on a mises de l'avant, c'est bien sûr de préconiser là, des approches préventives, donc d'utiliser des plans de bonne qualité, des dépistages appropriés selon les ravageurs et les pressions, le ramassage des fruits déclassés, puis lorsque c'est disponible, l'utilisation de pailles stérilisées. On préconisait aussi beaucoup la discussion. Donc, on a beaucoup de discussions sur les approches, sur les stratégies d'intervention. Donc, on a choisi d'utiliser des seuils d'intervention lorsque les seuils d'intervention sont disponibles. Et surtout, un point très important, c'est toujours de faire une bonne réflexion sur le choix des produits selon les ravageurs qui sont présents et toujours en tenant compte des IRS, IRE dans notre choix, puis aussi le prix du produit. Donc, de façon plus générale, pour les herbicides, lorsque c'est disponible, on préconise d'utiliser de la paille stérilisée pour essayer de tenir nos herbicides au minimum. On sait par contre que dans la fraise, on n'a pas beaucoup de choix dans les produits qui pour nous permettre d'essayer de réduire les IRE, les IRS. Et on a aussi des produits qui déjà n'ont pas des IRS et des IRE qui sont élevés. Donc, ce n'est pas sur cette catégorie-là qu'on espérait avoir des gains grandioses. Pour les insecticides, on a choisi de procéder à des dépistages, de se donner la marge aussi pour être capable de les augmenter ou de les adapter selon la pression des ravageurs, d'utiliser aussi des seuils d'intervention quand disponible et, comme je l'ai mentionné déjà, de toujours avoir une bonne réflexion sur le choix des produits selon les ravageurs et en tenant compte des IRS et des IRE. Pour les fongicides, c'est toujours de procéder au dépistage, d'adapter nos dépistages en fonction de la pression aussi des maladies, d'avoir toujours, encore une fois, une réflexion, c'est primordial dans ce genre de projet-là, de pouvoir avoir une bonne réflexion sur les IRS et les IRE quand on fait nos choix de produits. Et pour les fongicides, on a décidé, avant le début de la saison, de tenter de respecter une alternance de produits conventionnels et de produits à moindre risque, en incluant des produits bio puis des biopesticides. Il y a beaucoup de choix pour la fraise au niveau des produits à moindre risque, des bio et des biopesticides. Donc, ça nous donnait une possibilité d'aller dans ce sens-là. On se disait au départ, on va tenter de conserver une alternance comme ça. Par contre, si on voit qu'à un certain moment dans la saison, on est pour constater d'avoir plus de symptômes, on ne se laisse pas envahir puis on ne perd pas le contrôle. Le but puis on arrête l'alternance à ce moment-là, puis on fait feu seulement avec des conventionnels s'il faut, si notre idée d'alternance ne nous permet pas de tenir toute la saison. C'est ce qu'on avait décidé. Parce qu'il n'était pas question qu'on essaie de... Le projet, comme j'ai mentionné tantôt, ce n'est pas un projet de recherche, pas un projet d'essai. Le but n'était pas d'appliquer des stratégies et de voir à la fin si on a des stratégies pour diminuer nos IRS et IRE et d'arriver à la fin et dire est-ce qu'on a perdu du rendement. Le but était de produire le mieux possible avec des bons rendements tout en essayant de diminuer nos IRS et IRE et de découvrir qu'est-ce qu'on va obtenir comme diminution d'IRS, IRE à la fin. Donc, je vais brûler tout de suite un punch parce que j'arrive de toute façon au moment où je vais vous présenter les résultats. On a, pendant les 3 ans, réussi
à maintenir nos alternances de produits conventionnels et de produits bio, sans perdre de contrôle sur les maladies. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je vais vous présenter maintenant les 3 entreprises dans les 3 régions dans le projet. Pour les Laurentides, bon, avant d'en parler de chacune, je veux dire aussi que dans le projet, on a volontairement aussi tenté de cibler des producteurs qui n'avaient pas tous le même profil, qui ne s'adressaient pas tous au même marché. Certains de ces producteurs-là vendent sur différents marchés, vont vendre vers des supermarchés, vont vendre en kiosque. Certains vont vendre exclusivement en kiosque. Puis, donc, on a des producteurs qui ne font pas les mêmes grandeurs, qui ne font pas les mêmes surfaces, le même nombre d'hectares, qui n'ont pas la même approche nécessairement dans leur régie habituellement dans la fraise d'automne. C'est important d'avoir des profils différents pour voir de quelle façon on se débrouille avec des régies à moindre risque comme ça. Donc, dans la région des Laurentides, l'entreprise qui travaille avec nous, c'est Au Pays des Petits Fruits à Mirabel. En Chaudière-Appalaches, c'est le kiosque des Grands Jardins à Saint-Gilles. Et en Capitale-Nationale, c'est la ferme François Gosselin à l'île d'Orléans. Donc, en 2018, première année du projet, on ne savait pas exactement à quoi s'attendre, on ne savait pas comment ça se passerait. Ça s'est très bien passé. On n'a eu aucun problème d'insectes, de maladies qui s'est manifesté du côté de la vitrine. Quand on a organisé des visites sur le terrain, personne n'était capable de dire quel côté était le côté vitrine. Donc, c'était très encourageant. Puis, selon les évaluations et selon les opinions aussi des producteurs, on avait des rendements qui étaient comparables aussi des 2 côtés. On est allé chercher déjà en première année des réductions vraiment impressionnantes de nos IRS et de nos IRE. Dans les Laurentides, on est allé chercher 27 et 36 en Chaudière-Appalaches, 39 et 31 et à l'île d'Orléans, 36 et 22 Donc, des résultats vraiment intéressants. En deuxième année, les 3 mêmes entreprises encore qui participent au projet. Encore une fois, une très belle année, pas de perte de contrôle, bon contrôle des insectes, des maladies, maintien de notre alternance de fongicides conventionnels et bio. On est allé chercher, encore une fois, des résultats impressionnants, des diminutions d'IRS, IRE, comme vous voyez dans les Laurentides, 59 et 33 en Chaudière-Appalaches, 33 et 24 et à l'île d'Orléans, 50 et 36 La 3e année du projet 2020, on a ajouté, comme j'ai mentionné plus tôt, une nouvelle région, la Mauricie. C'est la ferme horticole Gagnon de Trois-Rivières qui s'est joint au projet. Encore une fois, une très belle année pour tout le monde. Pas de perte de contrôle, pas de problématiques particulières et encore des résultats impressionnants de réduction des IRS et des IRE. Dans les Laurentides, des réductions de 51 et 25 en Chaudière-Appalaches, 54 et 30 à l'île d'Orléans, 40 et 33 et en Mauricie, 60 et 16 Donc, on est content, c'est intéressant. On va maintenant prendre les régions une par une et on va regarder au cours des 3 années ce qui s'est passé, puis on va aller dans d'autres détails. Donc là, je vous ai montré qu'on avait réussi à avoir des diminutions vraiment intéressantes en termes d'IRS et de IRE. C'est ce qu'on va voir ici. Fait qu'on va présenter toujours dans le même scénario. Ici, on va commencer par les Laurentides. On a l'année 2018, 2019 et 2020. Donc, on va présenter revenir avec les différences en termes d'IRS et de IRE. On va regarder si on a des différences de rendement. On va regarder si on a des différences au niveau du pourcentage de fruits commercialisables. On va regarder si on a des différences de coûts dans le coût des produits entre les 2 régies. On va regarder si on a des différences aussi en termes de nombre de passages de pulvérisateurs, en termes de nombre d'applications de produits qui vont avoir été utilisés pendant la saison.
Et en dernier, on va regarder quelque chose d'intéressant. On va regarder le ratio, le pourcentage de pesticides conventionnels et comparé au pourcentage de pesticides à moindre risque dans chacune des régies. Donc, la régie habituelle du producteur qu'on appelle conventionnelle et la régie vitrine à moindre risque qu'on appelle vitrine. Donc, comme on a mentionné plus tôt, vous voyez bon, qu'il y a eu des diminutions importantes au cours des 3 années. C'est constant en termes d'IRS et de IRE. Je vous ai montré au début où j'ai essayé de vous montrer du petit tape rouge dans le champ. Ça représentait une petite zone d'évaluation de récolte. Parce que pour faire les évaluations des rendements et des qualités, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. On s'est posé toutes sortes de questions. C'était difficile à chacune des récoltes chez le producteur de pouvoir avoir un bon suivi avec tout le mouvement, avec les cueilleurs, de pouvoir suivre comme il faut le nombre de boîtes, par exemple, qui pouvaient sortir de chacune des deux parties du champ. Ça rendait l'évaluation du rendement une petite affaire difficile. Donc, on a opté pour ajouter à ça, puis avoir avec ça des zones de récolte. Les zones de récolte qui ont été délimitées, comme je vous ai montré au début, c'est des petites zones de 1 à 2 mètres. Donc, il y a seulement quelques plants là-dedans. D'un plan à l'autre, les rendements sont différents. On avait entre 4 et 6 stations dans chacune des parties de champ. Et puis, quand on regarde les variations, des fois, sont grandes d'une station à l'autre. Ça nous a compliqué la vie pour faire des évaluations de rendement. Donc, je vous dis ça parce que ce que je vais vous présenter, vous allez voir qu'il y a des fois des différences de rendement. Des fois, il y a plus de rendement du côté conventionnel. Des fois, il y a plus de rendement du côté vitrine. En discutant avec les producteurs, il n'y a aucun des producteurs qui avait, lui, le sentiment que dans ses observations et ses évaluations de rendement, qu'il y avait des différences de rendement entre les deux parties. Donc, on va aller avec les chiffres. Et puis, on avait en 2018, donc 12 de moins de rendement du côté de la vitrine comparé au côté conventionnel. En 2019, on avait 3 de moins. Puis en 2020, on avait 2 de plus. Donc, nos évaluations avaient l'air de nous montrer qu'on avait un peu moins de rendement du côté vitrine, mais comme je viens de le mentionner, difficulté avec les petites zones de récolte comme on fait, le producteur n'avait pas l'impression, lui, qu'il y avait des différences de rendement. Si on regarde la différence en termes de pourcentage de fruits commercialisables, on avait autour de 1 en plus ou en moins d'un côté ou de l'autre. Donc, autrement dit, pas de différence en termes de pourcentage de fruits commercialisables. Au niveau des différences de coûts, est-ce que ça a coûté plus cher? Parce qu'on sait que les produits à moindre risque, il y en a plusieurs qui coûtent plus cher que certains produits conventionnels. D'un produit à l'autre, tout est toujours variable. D'une année à l'autre, selon la situation, ça peut être aussi variable. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas règle générale, il n'y a pas des différences de coûts qui sont importantes. En 2018, on a eu 2 plus de coûts plus chers pour les produits du côté vitrine. On a eu le même coût des deux côtés en 2019 et on a eu 19 plus de coûts en 2020. En 2020, on peut expliquer la situation. Si on regarde le nombre de passages de pulvérisateurs, on a eu 13 de plus de passages de pulvérisateurs, ce qui représente 1 ou 2 sur l'ensemble de l'année. Ça a été le même nombre de passages en 2019 et en 2020, on a eu 25 de plus. Ce qui est dû à la différence, je vais prendre un petit verre d'eau. Pardon. Donc, en 2020, la différence ici dans les Laurentides est principalement due au fait qu'en fin de saison, avec les pluies, il y a eu, le producteur a décidé pour le blanc de ne pas arrêter l'alternance avec des produits à moindre risque. Et puis en allant avec des produits à moindre risque qui, des fois, n'ont pas une rémalence très grande après une pluie, il y a eu des réapplications souvent. Il y a eu des fois des délais aussi d'application entre les traitements qui ont été plus courts. Donc, ça a entraîné augmentation
en termes de coûts et un petit peu augmentation en termes de nombre de produits utilisés. Donc, on voit qu'en 2018, 2 de plus et en 2019 aussi, et 16,7 en 2020. Si on regarde maintenant la proportion de produits conventionnels versus les produits à moindre risque, on se rend compte qu'en 2018, dans la régie habituelle du producteur, on a eu 83 de produits conventionnels et 17 de produits à moindre risque. Avec les efforts qui ont été faits par le producteur et ses conseillers sur le terrain, on a changé complètement le topo avec une proportion de pesticides conventionnels à 52 et 48 du côté des pesticides à moindre risque. Donc, c'est un changement vraiment important. En 2019, 76 de produits conventionnels contre 24 pour les produits à moindre risque du côté conventionnel. Et on passe à 44 de produits conventionnels, puis un 56 dans les produits à risque réduit, ce qui est encore une fois un changement ultra important. Puis en 2020, un portrait qui se ressemble aussi. 73 contre 26 en faveur des produits conventionnels dans la régie conventionnelle et presque 50-50 dans la partie de champ sous régie à moindre risque, la partie vitrine. Du côté de Chaudière-Appalaches, bien, la même chose. Là, on se souvient qu'on a eu des diminutions importantes des indices de risque pendant les 3 années. Au niveau des rendements, on a eu moins de rendement la première année du côté vitrine, presque 10 moins de rendement. Par contre, en 2019 et en 2020, on a eu 12 et 5 plus de rendement du côté vitrine. Je ne vous dirais pas que c'est à cause de la régie à moindre risque qu'il y a eu plus de rendement du côté vitrine. C'est encore une fois dû à la variabilité qu'il y a dans les évaluations parce que le producteur n'avait pas le feeling qu'il y avait plus de rendement d'un côté ou de l'autre. Quand on regarde la différence en pourcentage de fruits commercialisables, bien, on a eu 1 de moins en 2018, mais en 2019-2020, on a eu 10 et 6 plus de fruits commercialisables du côté vitrine. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a pas de problème du côté vitrine, que la régie à moindre risque n'a pas entraîné de perte de rendement et de perte de qualité. En termes de coûts, en Chaudière-Appalaches, moins 10, moins 12 et moins 9 donc ça a coûté moins cher du côté de la vitrine que du côté de régie conventionnelle. La principale raison a été dans le choix des produits, mais a aussi été dans le fait qu'en Chaudière-Appalaches, ils se sont permis de sauter des traitements, de décider de ne pas faire certaines applications du côté vitrine. Ce qui a entraîné qu'au niveau des passages de pulvérisateurs, bien, ça se ressemble. C'est la même chose en 2018. Et un petit passage de plus, donc 7 de plus en 2019 et en 2020. Dans le nombre de pesticides utilisés, comme j'ai mentionné tantôt, bien, c'est de l'ordre de 10 de moins à chacune des années du côté de la vitrine. Si on regarde maintenant les ratios de produits conventionnels versus les produits à moindre risque, en 2018, on avait 57 contre 43 en faveur des produits conventionnels du côté conventionnel et on avait à peu près l'inverse, 45-55 en faveur des produits à moindre risque du côté de la vitrine. En 2019, scénario qui se ressemble un peu, 64 contre 36 en faveur des produits conventionnels du côté conventionnel et 50-50 du côté vitrine. Puis en 2020, bien, un ratio un petit peu plus élevé du côté conventionnel avec 74 de conventionnel contre 26 à moindre risque. Et on était toujours à 50-50 du côté de la vitrine à moindre risque. Donc, on voit qu'il y a des efforts importants qui ont été faits du côté vitrine. Du côté de la capitale nationale, même scénario qu'on a vu tantôt, des diminutions importantes des IRS et des IRE pendant les 3 ans. Il y a eu, le hasard a fait qu'on a eu moins de rendement du côté vitrine, donc 10 14 et 6 en 2020. Par contre, quand on regarde au niveau du pourcentage de fruits commercialisables,
Bon, on a eu 4 de moins en 2018, 2 en 2019, mais on a eu plus 2 du côté vitrine en 2020. Donc, pas vraiment de différence au niveau qu'on a observé. Par ces chiffres-là, oui, mais sur le terrain, on ne voyait pas, dans les faits, se manifester ces différences-là. Au niveau des différences de coûts, on a eu des coûts un petit peu plus importants, 11 en 2018, 4 en 2019 et 10,6 en 2020. C'est des augmentations un petit peu. Ce pas des augmentations qui sont tout de même énormes. Ça dépend toujours du choix des produits dans les circonstances selon les ravageurs et les pressions qu'on a. Donc, ce n'est pas exorbitant comme augmentation au niveau des coûts. En termes de nombre de passages de pulvérisateur, ça a été exactement la même chose des deux côtés. Et en termes de pesticides utilisés, bien, il y a eu moins de pesticides utilisés du côté vitrine, 3 de moins en 2018, 13 de moins en 2019 et le même nombre de chaque côté en 2020. Si on regarde maintenant notre ratio de produits conventionnels versus produits à moindre risque, bien, ce qu'on voit, c'est que du côté conventionnel, en 2018, on a 58 contre 42 en faveur des produits conventionnels. Et puis, on a un topo qui est à l'inverse du côté de vitrine, où on passe à 43 contre 57 en faveur des produits à moindre risque. En 2019, on a 63 contre 37 en faveur des produits conventionnels. Et puis, dans la vitrine, on a 45 contre 55 en faveur des produits à moindre risque. En 2020, on s'est retrouvé dans une situation où il y a eu 69 de produits conventionnels contre 31 du côté conventionnel. Et on a eu 46 contre 54 en faveur des produits à moindre risque du côté de la vitrine. Donc, des efforts encore là vraiment importants pour utiliser plus de produits à moindre risque là, du côté de la vitrine. En Mauricie, première année, fallait que tout le monde se fasse la main pour la première fois avec une régie comme ça. Des diminutions impressionnantes encore en termes d'IRS et aussi d'IRE. Des rendements qui ont été supérieurs du côté de la vitrine, 13,5 plus de rendement du côté vitrine. Par contre, au niveau du pourcentage de fruits commercialisables, 1 de plus de produits de fruits commercialisables du côté vitrine. En termes de coûts, 22 plus de coûts. C'est la première année que les gens participaient au projet. Les choix qui ont été faits ont peut-être moins tenu compte du prix dans le choix des produits. Fait donc, une augmentation de 22 En termes de nombre de passages de pulvérisateurs, là aussi, en fin de saison, des produits des produits à moindre risque qui ont été maintenus jusqu'à la fin, avec donc des réapplications après les pluies, donc ce qui a entraîné un petit peu plus de passages de pulvérisateurs du côté vitrine et 7 de plus de produits, ce qui n'est pas quelque chose d'élevé. On parle de quelques applications seulement de plus dans toute une année. Le ratio de produits conventionnels versus les produits à moindre risque, 57 contre 43 en faveur des produits conventionnels du côté conventionnel et un impressionnant changement de l'autre côté, du côté vitrine, avec 38 de produits conventionnels contre 62 de produits à moindre risque. On va regarder puis mâcher les chiffres un petit peu différemment maintenant, parce que je reçois souvent des questions. On me demande à quel endroit on fait le plus de gains, qu'est-ce qui est le plus efficace à regarder. Je vais vous présenter des choses ici où on a décidé de séparer les différentes catégories de produits, si on veut, en herbicides, en acaricides, en insecticides et en fongicides. En herbicides et en acaricides, on sait qu'on fait beaucoup moins d'applications dans une saison. Donc, il y a moins de possibilités d'aller faire beaucoup de gains pendant toute la saison. On a aussi une disponibilité de produits qui sont aussi, des fois, pas toujours avec des risques qui sont très élevés. Donc, à peu près 80
80 à 90 de l'ensemble des IRS, IRE qu'on accumule dans la fraise d'automne dans une année est surtout dû au traitement insecticide et surtout au traitement, encore plus au traitement fongicide dans une saison qui sont plus nombreux. Donc, on va voir pour les Laurentides, dans les 3 années, au niveau des herbicides, on a fait la même chose des deux côtés, donc il n'y a pas de réduction des IRS, IRE. En 2018 et 2019, on a tenté d'utiliser des prédateurs qui, malheureusement, n'ont pas fonctionné. On a quand même réussi à avoir un petit peu de réduction de nos IRS, IRE. Les pourcentages sont élevés, mais comme ce n'est pas beaucoup de produits et ça ne contribue pas beaucoup dans l'ensemble de la saison, même si les pourcentages sont élevés, il n'y a pas des gros impacts beaucoup sur le total de l'année. Par contre, au niveau des insecticides, il y a beaucoup plus de traitements, beaucoup plus de produits appliqués dans une saison. On voit qu'on a des diminutions importantes des IRS, IRE du côté vitrine, dues au choix des produits qui ont été faits à chaque semaine pendant toute la saison. Du côté des fongicides aussi, pendant les 3 ans, on voit qu'on a des diminutions d'IRS et d'IRE qui sont vraiment importantes. Chaudière-Appalaches, en 2018, la même chose a été faite des deux côtés, donc pour les herbicides et pour les acaricides, donc il n'y a pas de gain. Du côté des herbicides, on est allé introduire de la paille stérilisée en 2019 et en 2020. Donc, il y a eu des impacts sur les herbicides qui ont été appliqués. Et de cette façon-là, on a été capable d'aller chercher des gains au niveau des herbicides. Pendant les 3 ans, au niveau des acaricides, la même chose a été faite des deux côtés, donc pas de changement. Au niveau des insecticides, bien, les chiffres sont moins élevés parce qu'il y avait déjà utilisation du côté de la régie habituelle du producteur de produits qui étaient déjà des produits à moindre risque, donc qui n'accumulaient pas nécessairement énormément d'IRS, IRE, donc il n'y avait pas des choses toujours spectaculaires à aller chercher. Mais même dans un scénario comme ça, on voit que quand même, on arrive à aller chercher des diminutions quand même des IRS et des IRE. Par contre, au niveau des fongicides, comme il y a beaucoup d'applications fongicides dans une saison et qu'il y a beaucoup de produits à moindre risque, il y a moyen d'aller chercher là, des diminutions importantes au niveau comme vous le voyez, là, au niveau des IRS et des IRE. Du côté de la capitale nationale, on a adopté la même stratégie, donc il n'y a pas eu de changement au niveau des traitements herbicides et acaricides entre les deux côtés. Par contre, il y a eu des changements au niveau des certaines années, surtout en 2019, au niveau des insecticides. Ici aussi, la plupart du temps, il y avait déjà beaucoup de produits à moindre risque qui étaient utilisés. Donc, pas à chaque année des gains impressionnants. Mais c'est déjà une bonne pratique. Donc, il n'y avait pas trop de choses à aller chercher de ce côté-là. Par contre, il y avait plus de jeux, plus d'espace du côté des fongicides. Donc, du côté des fongicides, on a réussi à aller chercher beaucoup de diminution de nos IRS et de nos IRE. Du côté de la Mauricie, scénario semblable. Même stratégie du côté vitrine et conventionnel pour les herbicides et les acaricides. Au niveau des insecticides, il y a eu des gains appréciables faits au niveau des IRS. Des fois, avec les choix de produits, là, on se retrouve dans une situation qu'on ne voit pas souvent, mais qui peut arriver. Quand je vous disais au début qu'avec certains produits, des fois, on n'a pas beaucoup d'IRS, mais on a plus d'IRE. On a eu, avec le choix des produits qui a été fait, plus axé vers l'IRS que l'IRE. On s'est retrouvé avec une petite augmentation d'IRE pour nos insecticides. Et pour les fongicides, par contre, on a eu des diminutions qui ont été impressionnantes au niveau des IRS et IRE avec le choix des produits qui a été fait. Donc, si je fais un résumé de ce qu'on vient de voir, bien, nous autres, on considère qu'à date, avec les 3 premières années, c'est un grand succès. On ne pensait pas atteindre des diminutions de façon aussi facile, je dirais, des IRS et des IRE. Donc, les diminutions sont importantes.
Je pense qu'on a démontré aussi avec ces 3 premières années-là qu'il est possible de produire en appliquant des principes de gestion intégrée des ennemis des cultures et puis de mettre en place une régie à moindre risque. On pense aussi qu'on a réussi à démontrer que c'est accessible, que c'est simple, que c'est abordable. On n'a pas eu des dépassements de coûts qui ont été épouvantables. Puis je pense que les résultats montrent aussi, comme je vous mentionnais, on a des producteurs qui ont des profils différents. Donc, je pense que c'est une stratégie, une approche qui peut être pour tous les types de producteurs, qu'on cultive des grandes surfaces ou des petites surfaces, qu'on s'adresse à n'importe quel type de marché, et même qu'on parte avec déjà un total de l'année d'IRS, IRE élevé ou non. On voit que dans toutes les situations, on a réussi à avoir des diminutions quand même importantes. Puis je pense que la clé du succès dans un projet comme celui-là, ça a été l'accompagnement. Je pense que c'est toujours difficile pour un producteur tout seul qui déciderait de procéder à des changements de régie. C'est toujours des choses qui sont... Quand on est tout seul à essayer de faire quelque chose, c'est pas très motivant et pas très sécurisant. Mais quand on est bien accompagné par une équipe, bien, c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus sécurisant, puis on obtient des bons résultats. Donc, des perspectives pour l'année 2020, 2021, c'est-à-dire, on a des discussions présentement sur l'utilisation de filets. Il y a certains producteurs qui ont de l'intérêt à pouvoir peut-être tester des filets anti-insectes, d'ajouter ça dans le projet. Donc, on va continuer ce qu'on fait déjà, puis peut-être que dans certains cas, on ajoutera des filets. Il va continuer à avoir de l'utilisation de pailles stérilisées sur les sites. Et on a aussi des discussions présentement pour voir si on ne commencera pas peut-être à tenter le coup de tenter de faire un petit suivi avec un modèle bioclimatique contre l'anthracnose. Donc, c'est des décisions qui ne sont pas prises, puis des discussions qui sont toujours à suivre. Donc, en terminant, bien, je veux remercier évidemment les producteurs qui ont fait un travail fantastique jusqu'à présent dans ce projet-là, donc les 4 fermes qui participent au projet. Les collaborateurs aussi sur le terrain, les clubs qui accompagnent nos producteurs, Profitosol, Fertiard, RLIO, Pierrette Lavoie aussi en Mauricie. La participation du MAPAC aussi au central et les conseillers du MAPAC de toutes les régions où se déroule le projet. C'est vraiment un beau travail d'équipe pour réussir à avoir les performances qu'on a eues jusqu'à maintenant. Puis évidemment, bien, le programme, parce que sans financement, ce projet-là n'existerait pas. Donc, le programme de Prime Vert, évidemment, pour le financement nécessaire au fonctionnement. Puis, encore une fois, un petit mot pour l'équipe de Ciel. Je vous ai mentionné 2 personnes, mais il y a toute une équipe en arrière aussi qui met l'épaule à la roue sur plein de trucs. Donc, ça termine ce que je voulais vous présenter. Merci.